Il me semble qu'il y a deux grands thèmes principaux à aborder. C'est la notion de programmation et de planification. Et là, je pense qu'en plus, il y a des grosses particularités, sport individuel ou sport collectif, que ce soit dans la période de développement, que ce soit dans la période dite d'affûtage, ou que ce soit en période de compétition. Comment manipuler ces variables liées au stress environnemental et comment les implémenter. Il y a eu des choses qui sont sorties, mais je pense qu'il y a certainement beaucoup de questions qui se posent et que vous vous posez et sur lesquelles on va pouvoir échanger. Certainement, il y aura des questions sans réponse. Et puis l'autre partie aussi, on va aller, pour rebondir avec l'exposé que tu as fait, Laurent, c'est l'individualisation. Et comment je vais individualiser justement mon entraînement. L'exemple qui avait été proposé, c'est la variabilité à fréquence cardiaque, qui est très, très pertinente, vous avez pu voir, dans des sports certainement individuels, avec un effort plutôt, pas dire monotone, mais plutôt continu. Qu'est-ce qu'on peut manipuler dans un sport collectif, où tu vas avoir à gérer des athlètes très différents, avec des réponses différentes, où tu vas devoir gérer chaque journée d'une semaine qui sont des journées très différentes, parce que tu peux te retrouver du J+1 au J-3, au J0, etc. Et qui fait qu'il y a plein de choses qui veulent se passer dans un sport co. Et donc toutes ces questions-là qu'on peut peut-être échanger dès maintenant. Je te poserai peut-être une question pour lancer le débat, Franck, dans un premier temps. C'est en période d'affûtage, comment tu vois les choses? On a bien vu des grosses périodes de développement, 4 à 5 séances dans une semaine ou sur 10 jours. Mais quand on va se retrouver dans une période d'affûtage en vue d'une compétition, sport co ou pas, hein, comment tu verrais les choses dans la gestion du stress environnemental? Tout d'abord sur l'hypoxie, sur le vécu qu'on a avec le RSH, on arrive à performer immédiatement après. Maintenant, on sait très bien que quand on doit combiner avec les séances d'entraînement, il est important de considérer justement cette période d'affûtage. Donc on a des fenêtres qui nous permettent d'avoir des réponses qui vont durer quand même un certain temps. Donc on va jusqu'à 3 semaines, 4 semaines. Donc autant ne pas prendre de risques et de placer suffisamment en amont le dernier cycle ou le cycle RSH à mettre en place. Concernant la chaleur aussi, c'est pareil, les acclimatations à la chaleur, donc Sébastien n'est plus là, mais il aurait répondu. C'est pareil, exactement la même chose, il faut la planifier en amont, il l'a dit, il ne faut pas non plus s'appuyer, par exemple dans l'exemple de Tokyo, du fait qu'on va arriver avant pour s'acclimater, en tout cas au moins au jet lag, et bénéficier des conditions. Non, parce que ça aide à s'acclimater, mais vaut mieux s'acclimater en amont aussi. Oui, puis pour compléter donc sur l'hypoxie, effectivement sur tout ce qu'on a suivi, les études, mais aussi le suivi des joueurs de tennis, par exemple à Roland-Garros. Donc c'est clair que le RSH, 5 séances, parce qu'en fait les joueurs ils vont faire un cycle de tournoi, ils reviennent, ils ont peu de temps, ils vont enchaîner. Et donc l'intérêt du RSH, c'est en fait de pouvoir mobiliser très très vite avec peu de séances, remonter le niveau du joueur à effectivement un très très bon niveau de réponse, sans vraiment entraîner de phénomène de fatigue, on l'a vérifié par la variabilité cardiaque, avec des effets qui se mettent en place tout de suite 3 jours après la dernière séance. Et ce qu'on a mesuré jusqu'à 4 semaines, et 4 semaines c'était encore meilleur les réponses. Donc, comme dit Franck, il y a toute cette gamme de possibilités qui est vraiment très très intéressante sur le RSH. Et puis, par contre, sur les séances, les stages d'entraînement en altitude plus classiques, living high, training high, living high, training low, là, par contre, Sandra en a parlé aussi, il y a des zones vraiment très très ciblées. Par exemple, pour Sandra, quand elle va faire une compétition juste après le stage, c'est 2-3 jours, pas plus, parce qu'une fois elle a fait une compétition à 5 jours, ça a été vraiment un mauvais résultat. Donc ça bascule très très vite. Et là, on rentre dans une phase qui a été assez bien décrite dans pas mal de publications et de manière empirique aussi. Il y a une phase de reconstruction, de recalibrage qui peut durer une grosse semaine, mais qui peut durer un petit peu plus. Ce qui fait qu'en fait, on ne conseille pas de faire des compétitions avec vraiment un objectif avant le 13e, 14e jour post-stage. Et après, on va rentrer dans un plateau avec un niveau de forme, si ça s'est bien passé, qui peut durer plusieurs semaines. D'accord. Juste un
petit complément. Grégoire en a parlé ce matin. Avec le Pays de Galles, on a montré aussi que 4 séances seulement suffisaient. Donc on l'a publié, c'est un microcycle. Et c'est d'intérêt en particulier avec les sports collectifs, puisque les regroupements sont très courts, puisque les clubs ont leurs joueurs, et donc la mise à disposition pour les fédérations est relativement courte. Donc ça a du sens aussi dans ce cadre-là. D'accord. Allez, tu avais une deuxième question qui m'a particulièrement intéressé parce que ça correspond un petit peu à mon histoire sur la variabilité cardiaque. Et justement, moi j'avais développé ça dans les sports individuels, particulièrement à la base dans les sports d'endurance. Mais j'ai eu une demande à un moment d'intervention à Monaco, donc club de foot de Monaco, avec le docteur Philippe Kuenst, et c'était Ricardo, l'entraîneur à cette époque-là. Et le challenge pour moi, c'était, et maintenant dans les sports co, comment ça peut être utilisé par rapport aux problématiques individuelles et problématiques collectives. Et donc il y a aussi Olivier Morelli qui est dans la salle, qui lui l'a appliqué dans le hand, dans d'autres aussi sports collectifs. Et en fait ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais mis en place à Monaco, et puis après, effectivement, dans d'autres clubs aussi après, c'est qu'il y a toujours dans la journée une phase de travail individuel en termes de préparation physique. Donc les groupes d'entraînement étaient différenciés en fonction de la variabilité cardiaque, pour ensuite se retrouver sur l'aspect technico-tactique collectif sur le terrain, pour ensuite, en remédiation après, à nouveau partir sur des orientations plus spécifiques. Et comme ça fonctionnait, parce qu'évidemment, le sport co, tu ne peux pas dire « Ah mais oui, mais je ne vais pas jouer avec les autres ». Non, il y a l'aspect qui est obligatoire. Mais à côté de ça, on rajoute des choses. Et ça, c'est aussi une problématique importante suite aux analyses de variabilité cardiaque, c'est qu'on essaie d'être en anticipation des phénomènes de fatigue. Et notre but, ce n'est pas de dire à un athlète d'aller se reposer, mais c'est « Ah, tu commences à être déséquilibré, on va te proposer des éléments complémentaires à côté » pour pouvoir te rééquilibrer sans avoir à modifier la structure d'entraînement, simplement l'adapter. Et ça, c'est un point vraiment important. Nico. À ce que vous disiez sur les 4 séances vues avec le Pays de Galles, c'était suffisant. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a des athlètes de très haut niveau, ou si on pense qu'on a des athlètes de niveau un peu en dessous, voire dans le sport santé, 4 séances, ça va suffire, ou c'est lié déjà à un niveau de base? Très bonne question. Je pense qu'ils réagissent déjà très vite à un stress d'entraînement. Mais en même temps, en étant athlète de haut niveau, la barre est déjà très haute. Donc pour obtenir des gains, c'est très compliqué aussi. Donc 4 séances permettant d'induire, c'est quelque chose de très intéressant. Donc autant dire qu'avec des athlètes de niveau moindre, les gains pourraient être encore plus larges. Mais en contrepartie, je dirais, il y a peut-être une contrepartie, c'est qu'on pourrait induire plus de fatigue chez des athlètes moins performants. D'autres marques, questions par rapport à... Oui. Par rapport à l'utilisation de la variabilité de fréquence cardiaque pour réadapter la charge d'entraînement, dans quelle mesure il y a moyen d'utiliser ces informations pour dire qu'on va mettre une journée de récupération complète à l'athlète plutôt que par exemple un entraînement aérobie à faible intensité? C'est certain qu'il y a le plan d'entraînement, il y a les adaptations. Donc on part du plan d'entraînement et après on fait des adaptations. Je vais vous donner juste des choses vécues, hein, c'est des anecdotes effectivement d'entraînement. Donc avec l'équipe de France de ski de fond, on prépare les Jeux de Pyeongchang. Donc il y a le groupe des 6 athlètes qui sont dans le chalet hypoxique, et puis le 4e jour du stage, le matin, ils sont vraiment avec des niveaux d'énergie vraiment très très bas, tout le groupe. Donc à ce moment-là, je discute avec l'entraîneur, et puis je lui dis François, il y a des explications d'entraînement, c'est bizarre en début de stage de voir ça. Puis il n'y avait pas de problème d'entraînement, il respectait absolument ce travail aérobie. Et il me dit simplement, en plus Laurent, je comprends pas, parce que hier soir on a fait un truc très sympa, on est allé manger chez Adrien, et donc on s'est couché tôt, tout le monde était au lit à 10h, donc il n'y a pas de souci. Puis je lui dis, vous avez mangé quoi? Il m'a dit, on a mangé du chou, de la saucisse de morteau avec de la concoyote.
Donc, c'est juste une manière de répondre à votre question en disant qu'il y a des aspects un petit peu annexes comme ça. Des repas vraiment très lourds le soir avec une digestion difficile pendant la nuit amènent un travail nocturne, une moins bonne récupération, un niveau d'énergie très bas le matin, et que le lendemain matin, je dis, ben là, tu vois, maintenant, tes athlètes, tu veux leur faire une séance de 3 heures avec beaucoup d'hydratation, de nettoyage, pour remonter le niveau parasympathique, pour reprendre le cycle logique d'entraînement. Mais si vous faites une deuxième erreur comme ça pendant le stage de préparation des Jeux, les Jeux, c'est mort. Donc on joue vraiment par rapport à ça. Et par rapport à votre question, ça nous a amené en fait à remettre beaucoup de choses en considération. Parce qu'en fait, dans la planification d'entraînement, on part tous en fait des études de nos glorieux anciens, Matveyev, Weineck, Renato Mano, Platonov, etc., avec tous ces cycles. Et c'est des dogmes. Moi, comme jeune entraîneur, je respectais et j'étais content que si la planif était bien faite et le bilan correspondait à la planif que j'avais demandé. Et en fait, de travailler sur la variabilité cardiaque, ça m'a amené une chose essentielle. C'est-à-dire que tous ces phénomènes-là reposent sur le phénomène de surcompensation du glycogène, a priori, sur cette logique-là. Et souvent, dans les formations d'entraîneurs, je dis une chose, je dis, alors attends, mais dis-moi une chose, là, tu prévois de faire ça tel jour, mais juste un truc, c'est que quand tu es fatigué, tu récupères plus vite ou moins vite que quand tu es en pleine forme? En général, on me regarde en se grattant la tête en me disant, ben là, cette fois, il est complètement idiot, parce qu'effectivement, quand on est fatigué, on récupère moins vite que quand on est en forme, on récupère plus vite. Et je dis, alors pourquoi tu restes toujours sur une systématisation d'un plan d'entraînement figé? Pourquoi tu répètes alors qu'il faut s'adapter à la réaction de l'athlète? Donc les jours de repos, les choses comme ça, effectivement, c'est par rapport à la variabilité cardiaque, mais parfois on s'est entraîné beaucoup plus que ce qu'on avait prévu au départ. Parce qu'à ce moment-là, l'athlète réagit bien. Et pourquoi arrêter de s'entraîner si en fait le niveau d'énergie continue à monter? Donc comme ça, on est allé sur des volumes beaucoup plus importants et ça passait comme sur des roulettes. Par contre, par rapport à votre question, et j'y reviens parce qu'elle est très intéressante, c'est-à-dire que si, effectivement, tout d'un coup, on voit un effondrement d'énergie et une fatigue qui commence à se mettre en place, on fait un changement d'entraînement. On passe sur des modalités plus cool, avec de la récup. Et qu'à ce moment-là, ça ne suffit pas, et que le jour suivant, il est encore mauvais, on fait un jour de coupure. Et après, on revient sur du lent pour remonter progressivement la charge. Et c'est comme ça qu'on place dans les phases vraiment... terminale surtout, hein, nous classiquement maintenant, quand on arrive à 3 semaines des championnats du monde ou des Jeux, il y a un test tous les matins. Après, il ne faut pas faire ça toute l'année parce que sinon on est prisonnier. C'est pas le but qu'on recherche chez l'athlète, on recherche une autonomie, une prise en compte un développement de ses propres sensations. Donc on a un suivi assez régulier, mais pas aussi précis que quand on est en phase terminale. D'accord, merci pour votre réponse. Et une deuxième petite question plus pratico-pratique. Initialement, on mesurait la variabilité avec un ECG. Maintenant, grâce à la technologie, on sait faire ça avec un cardiofréquencemètre. Est-ce que toutes les marques se valent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus à recommander ici d'un point de vue pratique pour les entraîneurs? Alors, elles ne se valent pas toutes. C'est un peu compliqué dans une réunion de dire « Ah, telle marque est bonne et telle marque ça ne va pas, prenez ci, prenez ça ». Clairement, elles ne se valent pas toutes. Et ce qui est vraiment très étonnant, ce n'est pas forcément le matériel le plus récent avec les développements de certaines marques avec du super matériel que vous avez les meilleurs résultats. En gros, ce n'est pas ce qui est le plus cher qui est le meilleur. Et c'est à tester. C'est vraiment à tester par rapport à certaines nouvelles ceintures qui créent plus de parasites que d'anciennes, etc. Donc l'important, c'est effectivement de pouvoir, dès le départ, avoir un signal le plus propre possible. Après, il y a l'avenir aussi avec la photoplétismographie, donc la mesure du flux sanguin. Mais contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines publications, ce n'est pas très propre. Et pour l'instant, ce qu'il y a de plus propre, c'est certaines ceintures avec une mesure extrêmement précise et éviter un maximum d'artefacts. Donc préparer la peau, mettre du jet d'électrode, il faut quand même avoir le signal le plus propre possible. Votre réaction?
Du coup, je vais réagir un peu à la saucisse de Morteau et compagnie. Est-ce que, avec tout ce que vous avez donné depuis ce matin, vous avez fait un suivi nutritionnel très, très pointu, très particulier? Est-ce qu'il y a des recommandations quand on va en chaleur, quand on va en hypoxie? Alors on sait que des fois il faut un apport, on va dire en acides aminés avec glucose, etc. Ou plus de glucides parce qu'on monte en hypoxie, etc. Mais est-ce que vous avez des choses un peu plus pointues et précises par hasard? Par hasard? Par hasard. Vous en avez donné déjà pas mal de réponses. Je dirais que la base, c'est l'alimentation, déjà. Ne pas croire qu'en mangeant n'importe comment, avec des compléments, on va régler le problème. Donc ça, c'est l'élément vraiment essentiel dans l'apprentissage et la formation de l'athlète, déjà. C'est l'amener à avoir une alimentation parfaitement équilibrée, avec des aliments sains, avec manger bio, parce que avec nos aliments de plus en plus, entre guillemets, pollués ou de moins en moins riches en certains nutriments, en fait, on est déficient quand même en certains apports. Donc ça, c'est une base vraiment importante, être très vigilant sur cette qualité-là. Et après, c'est vrai que dans certaines situations d'entraînement, le catabolisme, il est tel que cette alimentation de base, elle ne suffit pas. Donc face à l'hypoxie, qui est un stress ajouté au stress d'entraînement, et si on rajoute la chaleur en plus, etc., c'est des stress ajoutés qui font qu'il faut être très très vigilant sur ces apports nutritionnels, apports en eau, dans les conditions, on a vu, il y a le crise hydrique en hypoxie. Si en plus on est en chaleur, ça va encore augmenter le problème. Donc ça, être très très vigilant par rapport à ça. Ensuite, on l'a dit un petit peu, mais avant les stages hypoxiques, augmenter les réserves de fer, mais même si elles sont bonnes. Et ça, il y a pas mal de publis qui l'ont vraiment validé. Après, comme on va avoir un catabolisme augmenté en hypoxie, il faut augmenter les apports en fait glycogéniques. On risque aussi d'avoir moins d'appétit en hypoxie. Donc il faut veiller à ce que ces apports ils soient suffisants. Après, sur des règles générales, faire attention au repas le soir qui ne soit pas trop riche, parce que sinon, il y a ça, avec l'action dynamique spécifique des aliments, la température du corps augmente et le déclenchement du sommeil n'est pas de bonne qualité. Et ça, c'est le facteur numéro 1 des facteurs de récupération. On va parfois sur des choses très compliquées, sophistiquées en récup, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, que la récup est conditionnée par, avant tout, la qualité du sommeil. Donc les siestes, les sommeils, par rapport à ça, sont liés aussi. Et pour déclencher, avoir une bonne récupération nocturne, cette alimentation en fait partie. Oui. Là. Il y a une première question qui peut s'adresser à vous deux. C'était, vous parliez de la lactatémie pour contrôler l'entraînement en altitude. Sur des demi-fondeurs, par exemple, sur quel type de séance la lactatémie peut permettre de contrôler un petit peu l'entraînement. Il y a une deuxième qui est plus pour Franck, où on parlait tout à l'heure des gilets réfrigérants, mais sur des disciplines comme des hurleurs, ça peut gêner. Est-ce qu'il y a d'autres procédés comme les bandeaux ou les bracelets qui sont utiles? Et on a vu d'autres stratégies comme les ventilateurs pour plus des phases passives. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus? Je commence sur les lactates, puis après je passe à Franck. Donc, quand on fait un stage classique en altitude, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe du lactate. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette zone de production lactique au début, comme on l'a vu, le pouvoir tampon est diminué. Et puis à un même niveau d'intensité relative au début du stage, on a donc un taux de lactate supérieur pour la même intensité relative. Mais après, au fur et à mesure du stage, s'il est bien mené, on va avoir une baisse du taux de lactate. Parce que il y a la sensibilité à l'insuline va être modifiée, le pouvoir tampon est modifié, il se reconstitue. Et donc on va avoir pour la même intensité relative sur la fin d'un stage un taux de lactate inférieur. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi la mesure des lactates pendant les séances d'entraînement. Mais quelle que soit en fait l'activité prise, il faut que ça soit très très reproductible. Par exemple, si c'est un coureur de 400 qui va faire des séances spécifiques sur un stage d'altitude, pour un coureur de 400, l'aspect significatif, il est plus sur la puissance de la glycolyse. Donc sa capacité à produire beaucoup de lactate à la fin de sa séance
Voilà, ça peut être un indicateur de fatigue supplémentaire sur cette capacité à produire du lactate, par exemple. Ça sera différent pour un coureur de 400 que pour un coureur de 1500 qui sera plus sur une base aérobie. Et à ce moment-là, sur l'altitude, ça sera plus intéressant de mesurer le taux de lactate sur un footing aérobie au bout de 15 minutes. Parce qu'au début, on produit des lactates. Forcément, on va brûler donc les graisses au feu des glucides. Donc au début d'une séance, on a une montée en lactate, puis après une réduction et une stabilisation. Il faut vérifier que dans ces séances, on est bien sur cette phase de stabilisation des lactates. Concernant les stratégies de cooling ou de refroidissement, déjà, premier point, puisque c'est toi, François, qui a posé la question ce matin, il faut garder à l'esprit qu'il faut prendre en compte le type d'effort qui sera réalisé. Par exemple, à Tokyo, tous les efforts explosifs peuvent bénéficier en fait de la condition chaude, et à l'inverse, les efforts d'endurance seront impactés négativement par les efforts, par les conditions chaudes. Donc ça, il faut le considérer pour développer les stratégies en fait, de refroidissement qui y seront liées. Si c'est sur des activités d'endurance auxquelles tu penses, le fait de porter une veste de refroidissement va dépendre de son poids. C'est le premier facteur. Donc ça a été la discussion qu'on a eue cette semaine justement avec la Fédération d'athlétisme, avec Christine Hanon, sur le choix d'outils. Et on ne sait pas encore comment les entraîneurs ou les athlètes veulent l'utiliser. Donc voilà, premier point. Donc il faut vraiment savoir comment ça va être utilisé. Il y a du matériel qui est beaucoup moins lourd, mais qui ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on peut nous utiliser. Par exemple, à l'INSEP, on a certaines vestes qui sont plus lourdes, mais avec des packs de glace qui marchent mieux que de certaines vestes qu'on mouille et qui fonctionnent sur l'évaporation et qui durent qu'un certain temps seulement. Voilà. Concernant les bandeaux, c'est pareil, c'est à l'état de réflexion. Il y a des produits, pas forcément très chers, qui sont maintenant sur le marché, qui n'ont pas été testés. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Voilà, même question. Alors c'est un peu tard par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais la réflexion de la fédération, c'est d'acheter différents produits et de les mettre à l'essai. Et nous, notre réflexion pour les accompagner, c'est que de toute façon, il va falloir individualiser la réponse en termes de stratégie de refroidissement en fonction des athlètes. Il y a certains qui vont vouloir utiliser ou qui vont aimer tel produit, et d'autres qui ne vont pas adhérer à ces produits. C'est la même chose pour les stratégies de refroidissement avec de la glace pilée. Certains ne vont pas du tout apprécier et vont vite comprendre que c'est pas pour eux avec des reflux gastro. Également, oui. Voilà, donc ça dépendra aussi des réponses de chaque athlète. Moi j'ai encore une petite question, si c'est possible. Donc on a parlé des stages en hypoxie en altitude réelle. Est-ce que vous pouvez nous donner des infos sur la prescription de l'entraînement, mais dans des salles d'entraînement en hypoxie, puisqu'on a parlé beaucoup de RSH, mais où ça en est le IHT? Est-ce que c'est vraiment passé à la trappe ou des efforts continus dans la perspective des sportifs d'endurance type trail, vélo, triathlon? Voilà, si vous avez une réponse. Oui, à l'heure actuelle, RSH, vous l'avez vu, c'est 25 études depuis 2013. C'est vrai que ça a pris un peu le pas sur d'autres types de méthodes d'entraînement en altitude. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des autres méthodes non plus. Donc le IHT peut très bien fonctionner. Il y a encore quelques études qui sortent et il y a un intérêt à continuer à chercher en fait les stratégies les meilleures en termes de ratio exercice-récupération. Même pour le RSH, on ne sait pas exactement encore quel est le... Il n'y a pas de gold standard non plus sur la répétition de sprint à l'heure actuelle, donc c'est des choses sur lesquelles il faut encore travailler. Oui, après, effectivement, les séances continues en hypoxie, c'est efficace, intensité basse pour développer l'utilisation des acides gras libres, refaire la base aérobie. En fait, il ne faut pas oublier, c'est des stress qu'on rajoute, et donc il y a un impact qui sera plus fort sur l'organisme. Souvent, en fait, où il faut faire gaffe, c'est que cet impact ne devienne pas trop fort, et à ce moment-là, délétère. Mais il y a plein de combinaisons possibles.
J'avais une question par rapport aux très basses fréquences pour la VFC, le suivi de la VFC. Est-ce que vous avez des informations concernant le lien entre thermorégulation, le rythme circadien de la très basse fréquence et quelles applications pratiques on peut en faire? Donc ça, c'est purement théorique. Ça avait été présenté dans Task Force Monitor en 1996. Effectivement, la relation très basse fréquence et systèmes hormonaux de thermorégulation. Depuis très très peu de personnes, je cherche les publications, qu'on se sont vraiment intéressés à ça. C'est une piste qui peut être intéressante. C'est vrai que moi, empiriquement, je peux dire que quand on voit des grosses perturbations sur le spectre en position couchée, et uniquement en position couchée, avec ces grandes ondes, en fait, souvent, c'est quelqu'un qui est pas très très organisé dans sa régulation physiologique, qui a des perturbations qui potentiellement peuvent être liées avec des phénomènes de thermorégulation. Donc a priori, c'est une réponse orthosympathique, et a priori, ça ne serait pas très positif. Mais on n'a pas de réponse plus précise à ce niveau-là, là-dessus. Moi, je la regarde tout le temps. Mais juste... Ah pardon, vas-y, excuse-moi. Non, c'était juste bonjour pour voir si vous aviez eu des études qui pouvaient mettre une certaine corrélation par rapport à ce qu'on obtenait avec la RPE et la variabilité. Au niveau, après c'est très individuel parce qu'il y en a qui vont bien estimer leur RPE par rapport à leur état de fatigue, mais voilà, voir si néanmoins il y avait quand même des petites corrélations qui auraient pu être mises en évidence. Oui, c'est clairement mis en évidence. Donc moi au début pour le suivi des athlètes, je faisais effectivement analyse de sang, RPE, les questionnaires, etc. Pourquoi j'en suis arrivé à abandonner les questionnaires, par exemple, c'est que les athlètes, au bout d'un moment, ça les gavait, ils mettaient toujours la même chose. Et en fait, quand quelqu'un vous déclare comme ça, il vous fait passer le message qu'il veut vous faire passer. Et l'intérêt de la variabilité cardiaque, c'est que c'est inconscient. On ne peut absolument pas le diriger d'une manière ou d'une autre pour donner une information à son coach. Tiens, il y a les sélections, je vais mettre comme ça, là, tac. Ou il y en a, ils ont très peu de ressenti aussi. Franchement, il y en a, je ne sais pas trop. En gros, ils te mettent à peu près toujours la même réponse. Alors que si tu regardes en termes de variabilité cardiaque, tu vas voir des vraies différences. Juste un petit commentaire sur les grilles d'évaluation subjective. Je pense que, bon, avec toutes les limites qu'elles ont, il y a le RPE, mais si vous voulez aussi évaluer la fatigue, il y a peu de gens encore qui connaissent cette nouvelle grille. Il y a le ROF, le Rate of Fatigue, qui existe maintenant et qui est une grille validée pour mesurer la fatigue, plus que le RPE qui est la perception d'effort. Voilà. Post-exercice ? Du coup, par rapport à la réponse que vous venez de dire, Laurent, est-ce que, comme on peut se faire un peu piéger par ces notions de questionnaire, est-ce que le logiciel InCorpus qui a été présenté va pouvoir apporter de réelles réponses sur le surentraînement chronique, puisque là on a parlé des réajustements au fil de jours, mais sur le surentraînement chronique, est-ce que ça va pouvoir être super intéressant de le suivre ou pas ? Ouais, c'est le but. Hein. Donc effectivement, il a été construit comme ça. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on a développé beaucoup de choses sur plus de 20 années de suivi sur les athlètes de haut niveau. Je sais pas, j'ai dû suivre, moi, je sais pas combien, peut-être 1000 athlètes sur différents sports sur 23 ans de suivi. Je ne sais pas combien de tests, mais après le but c'est de pouvoir, et c'est ce qu'on vient de faire, digitaliser cette approche pour mettre ça au service de tout le monde de manière beaucoup plus simple, parce que ceux qui suivent la variabilité cardiaque comprennent bien que c'est assez complexe, c'est une expertise à développer, mais on a essayé de mettre cette expertise au service de tout le monde en faisant un outil, comme je disais tout à l'heure, amenant une réponse immédiate, très informative, non dérangeante. Et le but, c'est effectivement de suivre et de donner des conseils déjà de base dans le sport de haut niveau, mais pas que. Ça va être dans le monde de l'entreprise, dans la santé au travail, mais ça c'est un deuxième volet, mais qui en termes philosophiques et social, pour moi, est très important.
Je voudrais juste revenir pour savoir si j'ai bien compris. Alors en l'occurrence pour l'utilisation de l'hypoxie, plus particulièrement pour les sports co, globalement, on a mené quelques études, en l'occurrence pour le rugby à 7, sur les stratégies d'affûtage, et on a globalement la stratégie d'affûtage, ça serait entre 10 et 15 jours d'affûtage avant une compétition. Ça veut donc dire qu'en gros, l'hypoxie, si on l'utilise en RSH, on l'a fait avant, et là il n'est pas forcément utile de refaire quelques piqûres de rappel sur cette période d'affûtage. C'est ça en fait, si je comprends bien, pour l'hypoxie. Pour la chaleur, qu'est-ce qu'on ferait? Pour la chaleur? Pour la chaleur, ouais. J'y ai répondu tout à l'heure, c'est une acclimatation, c'est la même logique, Sébastien l'a dit ce matin, il faut préparer, en fait s'acclimater à la chaleur avant de partir sur site, et c'est la même chose, l'acclimatation faite, par exemple les athlètes qui vont partir, la phase terminale d'affûtage sera à Tokyo, les 14 jours à Tokyo, et là il faudra gérer parce qu'il y aura le stress environnemental naturel de Tokyo. Et concernant le RSH, oui. Mais en même temps, il peut être inclus dans les 14 jours, parce que 4 séances, plus le reste d'affûtage peut suffire. La question, est-ce que c'est utile? C'était ça la question de... Est-ce que... Tout dépend du temps alloué, en fait. Disponible, surtout. Il y a ça, le temps alloué et la spécificité du geste réalisé aussi. Donc, je ne sais pas si Manu Brunet et Sandrine Guironnet sont encore dans la salle, mais ce qu'on avait vu avec l'équipe de France de VTT, où on avait mis du RSH dans en fait, les Living Training Low, et en fait, les résultats après, ils avaient été pas bons pour tout le monde. Pour une raison, c'est que dans vraiment la phase d'affûtage, ce qui compte vraiment, c'est le geste spécifique, et que l'athlète retrouve en fait des enchaînements, par exemple en VTT, dans sa gestuelle spécifique avec l'intensité qu'il faut, etc. Et les RSH, à ce moment-là, c'était pas, même si c'était sur le vélo dans la salle, il n'y avait pas tous ces enchaînements, et puis cette chose qui est fondamentale. En fait, on avait remplacé ces séances spécifiques par le RSH, et ça, c'était pas bon. Donc, par rapport à ta question, à ce moment-là, c'était mieux de faire le RSH avant, et dans la phase terminale, de revenir sur quelque chose de très spécifique. Si on reste un peu sur cette... je ne sais pas si quelques remarques sur ça. Ok. Dans les sports co, malheureusement, alors en rugby, surtout en foot, je pense que ça les concerne davantage, on a une période de compétition, en l'occurrence dans le rugby, qui commence début septembre et qui finit fin juin. Donc la question, c'est de se dire, dans ce cadre-là, avec une possibilité pour un joueur international de jouer tous les week-ends. C'est de septembre à juin. Dans ce cadre-là, comment vous pourriez envisager d'utiliser encore une fois le stress environnemental, que ce soit chaleur ou hypoxie, dans un environnement où tu devras préparer malgré tout des compétitions tous les week-ends. Même si on ne sait pas grand-chose, je sais, pour avoir essayé de questionner un peu ça. Comment toi tu t'envisages les choses ? On l'a plus ou moins évoqué ce matin, c'est une méthode d'entraînement comme une autre, donc elle peut rentrer dans une planification, comme un cycle d'excentrique en musculation ou de bulgare. Moi je pense, puisque c'est une question de stress qu'on va provoquer, et donc si on inclut un microcycle ou un cycle complet, bien planifié, on aura les effets rebonds qui suivent derrière. Après, tous les matchs n'ont pas la même importance, il y a vraiment des objectifs. Et de toute façon, le match, c'est une intensité qui va être répétée. Et on peut très très bien choisir une phase de 15 jours avec en fait un match intermédiaire dont ce n'est pas l'objectif fondamental. Et à ce moment-là, tu mets deux séances de RSH sur une semaine, 2 séances sur l'autre, tu as le match au milieu. Et ce qui fait qu'après, mettons, tu as le match une semaine où tu vas un petit peu plus jouer sur la régénération, et après, il y a les matchs importants qui vont s'enchaîner, sachant que là, on a placé 4 séances de RSH avec un match au milieu, ça fait un bloc d'intensité, dont tu vas pouvoir bénéficier pendant plusieurs semaines derrière. Donc moi, je verrais plus, tu vois, une organisation, une inclusion comme ça, par rapport, de toute façon, il faut faire les matchs. C'est pas dit que le match, il sera mauvais. C'est pas du tout dit qu'il sera perdu,
mais on a placé un bloc pour préparer derrière des gros objectifs. Ok. Et tu en as parlé juste avant. Hein. La grosse problématique qu'il y a aussi en ce qui nous concerne, par exemple, c'est qu'en effet, des séances de RSH, surtout quand tu es dans un environnement relativement restreint, en conditions d'hypoxie simulée, comme on peut avoir dans une salle, ça se fait beaucoup sur des appareils, donc en portée. Et on voit bien le stress physiologique très important qu'il peut y avoir, mais après le transfert possible sur des habiletés motrices qui sont bien plus spécifiques, comme la course à pied par exemple, ou des efforts plutôt statiques pour nous le rugby. Donc comment pourrions-nous envisager justement de proposer des formes plus spécifiques, la course à pied, des répétitions de sprint, voire des répétitions de sprint de 10 secondes ou de 5 secondes, enchaîner toutes les 30 secondes, enfin tous les modèles qu'on a. Mais là, par contre, on se rend vite compte de l'impact mécanique qu'il va y avoir. Donc, on parle beaucoup de variabilité fréquence cardiaque, mais quels seraient les indicateurs qu'on pourrait peut-être suivre pour améliorer ce suivi d'un point de vue mécanique? Première question. Et est-ce que ces indicateurs seraient sensibles justement aux contraintes environnementales, hypoxie ou chaleur? Alors, c'est vrai qu'on sait que la réponse est exercice dépendant. Après, pour répondre à ta question, quelles mesures on pourrait utiliser? Vous avez les accéléromètres à l'intérieur de vos GPS. Vous pouvez déterminer la charge mécanique si vous faites ce type d'exercice couru. Et puis ensuite, pour aller plus loin dans la réflexion, parce qu'avec Olivier Girard, on en avait parlé à l'époque quand on était encore au Qatar, on avait notre tunnel hypoxique qui faisait 45 mètres de long, donc on faisait des courses en conditions réelles. Mais en même temps, on avait aussi le format gymnase qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'on peut encore l'utiliser avec Sébastien. Et l'idée, c'était de mettre en place des circuits training, un peu comme vous faites maintenant dans l'espace que vous avez ici, qui permettrait un transfert plus rapide, même en utilisant d'autres modes d'exercice. Oui, tout à fait. Mais autant on peut peut-être envisager de faire 2 séances de RSH en sprint sur vélo. Ça, enfin, nous, on l'a vécu, il n'y a pas de souci. Les joueurs sont opérationnels pour l'entraînement qui suit, dans l'heure qui suit, il n'y a pas de problème, même si on les a vus vraiment dans le dur avant. Autant on peut difficilement imaginer des répétitions de sprint en course, 2 séances en période de compétition. Je suis d'accord. Pour l'avoir vécu, oui, je suis d'accord aussi que c'est plus traumatisant de faire la RSH en course, notamment à cause de la décélération qui suit. En même temps, quand on fait les analyses EMG, tout ce qui a été publié, on montre que la fatigue induite est plus importante sur des exercices réalisés sur un ergocycle. Donc l'un dans l'autre, quelle est la bonne réponse? Je ne sais pas encore.